Le roi Arthur. Rien que ce nom, ça nous évoque tout un univers, pas vrai? Des châteaux immenses, des chevaliers en armure brillante, et bien sûr cette épée magique, Excalibur. Bref, l'image parfaite du roi idéal dans son royaume idéal. C'est une légende qui est vraiment ancrée en nous. Une histoire de magie, d'honneur, d'aventure. Mais derrière tout ça, il y a une question. Une question beaucoup plus profonde qui se cache. Et cette question, c'est celle-ci. Est-ce que tout ça est vrai? Derrière ce mythe incroyable, qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans les archives? C'est une quête, la recherche d'un Arthur historique, qui a vraiment obsédé les historiens depuis des centaines d'années. Allez, pour essayer de démêler tout ça, on va se la jouer détective. On va traiter ça comme une vieille affaire non classée et on va commencer par examiner les preuves. Et là, on tombe tout de suite sur un vrai casse-tête. D'un côté, on a quelques textes, mais attention, ils sont assez tardifs, qui parlent d'un chef de guerre nommé Arthur. Mais de l'autre côté, c'est le silence radio. Un silence assourdissant de la part des gens qui écrivaient à son époque. Et c'est vraiment là que le mystère commence à prendre de l'ampleur. Alors les quelques sources qui parlent de lui, elles ne le décrivent pas du tout comme un roi avec une couronne et un trône. Non, elles le peignent comme un chasseur de guerre redoutable. Il aurait été en quelque sorte le rempart des Bretons contre l'invasion des Saxons, un tacticien de génie qui a remporté des batailles super importantes, comme la fameuse bataille du Mont Badon. Le problème, c'est que ces indices sont vraiment fragiles. D'abord, il y a le timing. C'est le plus gros souci. Les textes qui parlent d'Arthur ont été écrits des centaines d'années après les faits. Et puis, il y a ce détail qui tue. Un historien de l'époque, Gildas, qui était presque un contemporain, il décrit la bataille de Badon, mais il ne mentionne jamais, au grand jamais, le nom d'Arthur. Et pour couronner le tout, comme on l'a dit, les premiers textes ne l'appellent même pas roi. En fait, cette citation de l'historien David Dumville, elle résume parfaitement le sentiment de beaucoup d'experts aujourd'hui. L'idée est simple, sans preuves solides, concrètes, le roi Arthur, eh bien, il n'a juste pas sa place dans les livres d'histoire. C'est aussi simple que ça. Et même quand on cherche des preuves matérielles, ça ne tient pas la route. On a peut-être entendu parler de sa tombe, soi-disant découverte à Glastonbury. Eh bien, aujourd'hui, la grande majorité des chercheurs pensent que c'était une arnaque, une supercherie montée au XIIe siècle par les moines du coin, probablement pour attirer les pèlerins et leur argent. D'accord. Donc, si la piste historique est complètement froide, la question c'est comment un personnage aussi flou, presque un fantôme, a-t-il pu devenir une icône mondiale? La réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans les archives de guerre, mais dans la littérature. Regardez cette chronologie, c'est absolument fascinant. On voit comment, en quelques siècles à peine, un obscur guerrier gallois se transforme étape par étape pour devenir le roi de légende qu'on connaît tous. Et tout ça, c'est l'œuvre de quelques écrivains clés qui ont littéralement façonné le mythe. Le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est au XIIe siècle, avec un certain Geoffroy de Monmouth. Attention, ce n'est pas un historien rigoureux, c'est un conteur de génie, et c'est lui qui va ajouter tous les ingrédients qu'on adore, le magicien Merlin, la reine Guenièvre, l'épée Excalibur, son repos final sur l'île mystérieuse d'Avalon. En gros, il a construit toutes les fondations de la légende moderne. Et son livre, ça a été un carton monumental pour l'époque. On a retrouvé plus de 200 copies manuscrites de son texte. Ça peut ne pas paraître énorme aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, c'est gigantesque. Ça montre à quel point son histoire était populaire et influente. C'était, sans exagérer, un vrai best-seller médiéval. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Geoffroy de Monmouth a planté le décor, mais ce sont les poètes français qui vont arriver ensuite et ajouter toutes les couleurs, la passion et la complexité à cette histoire. Pensez-y une seconde. La légende d'Arthur sans Lancelot, sans la quête du Saint Graal, sans le château de Camelot, ça paraît impensable, non? Eh bien, figurez-vous que tous ces éléments, qui sont au cœur du mythe pour nous, sont en fait des inventions françaises, ajoutées bien plus tard par des auteurs comme le Grand Crétin de Troyes. Et avec l'arrivée de ces nouveaux personnages, de ces nouveaux héros comme Lancelot, le rôle d'Arthur lui-même va complètement changer. Il devient ce que les spécialistes appellent le roi fainéant, littéralement le roi qui ne fait rien. C'est incroyable comme transformation. Le guerrier brutal des premiers récits, celui qui tue des géants, disparaît complètement. À la place, on a un roi passif, presque en arrière-plan. Toute la lumière est désormais sur ses chevaliers, sur leurs quêtes et leurs amours. Arthur n'est plus le héros, il est juste le symbole d'une cour, souvent simple spectateur de sa propre histoire qui s'effondre. Et pour boucler la boucle, au XVe siècle, un chevalier anglais du nom de Sir Thomas Malory va tout rassembler. Fait amusant, il écrit ça depuis sa cellule de prison. Il prend les histoires galloises, les ajouts de Geoffroy, les romances françaises, et il mélange tout ça dans un livre énorme, Le Morte d'Arthur.
Publié en 1485, c'est l'un des tout premiers livres imprimés en Angleterre et il va cimenter cette version de la légende pour des siècles et des siècles. Donc, on arrive au point essentiel. Le roi Arthur qui nous fascine tant aujourd'hui, ce n'est pas le fantôme historique. C'est le héros de roman, une pure création littéraire. Et c'est ce personnage-là qui a traversé les âges. Après avoir été un peu mis de côté pendant quelques siècles, Arthur fait un retour en force à l'époque victorienne, au XIXe siècle. On le ressort du placard et on le transforme en symbole de la masculinité idéale, un modèle de droiture et de chevalerie pour l'Empire britannique. C'est l'image du roi parfait dont le projet échoue, non pas à cause de lui, mais à cause des faiblesses des hommes autour de lui. Et c'est ça la clé de sa longévité, sa capacité incroyable à s'adapter. La même légende peut devenir un dessin animé pour enfants, une grande comédie musicale, une parodie hilarante comme celle des Monty Python, ou même une relecture féministe. Chaque époque, chaque génération se réapproprie le mythe et le réinvente à sa propre image. Et c'est peut-être ça le plus fou dans toute cette histoire. Au final, la légende d'Arthur est devenue bien plus réelle, bien plus influente que n'importe quel roi qui a vraiment existé. C'est une sorte de miroir dans lequel, depuis des siècles, on projette nos propres idéaux, nos rêves de justice, de courage, d'un monde meilleur, un mythe qui est devenu éternel et qui, d'une certaine manière, est peut-être plus vrai que l'histoire elle-même.